Cool, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Ville agréable de France, Bordeaux. C'est vrai qu'on irait bien faire quelques émissions là-bas. L'ami Jean-Luc, salut. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs. On peut dévoiler avec quoi vous êtes arrivé à la radio ce matin? Vous savez que moi je raconte tout. Non mais demain, on va commencer donc par le sommaire de la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. Puisque demain c'est la journée nationale du véhicule d'époque. Vous savez qu'ici on aime bien les voitures de collection. Donc demain on incite tous ceux qui en possèdent à sortir. On vous fera tout à l'heure un petit... Alors pas un listing exhaustif parce que des manifestations, des balades, etc. Il y en aura des dizaines, pour pas dire des centaines demain partout en France. Mais on vous donnera quelques clés pour aller voir des belles autos si vous le voulez. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, puisqu'on est sur un week-end où on va parler de voitures de collection, je suis venu ce matin avec mon Alfa Romeo Giulia Speeder, qui est une très chouette voiture, voilà, très jolie. Ça fait un peu Dolce Vita, voilà. Elle est très jolie, non, sérieux. Moi je l'ai vu arriver dans le garage, j'ai fait wow, j'ai eu un gros coup de cœur. Nous allons évidemment parler pas que de collection, nous allons parler aussi des fameuses ZFE. Oui, ça c'est un petit peu moins drôle. Mais on va se poser une question intéressante. Qui est d'ailleurs dans le tuyau depuis un petit moment. Et si un contrôle pollution ou contrôle technique permettait de rentrer dans les ZFE avec des vieilles voitures? On verra tout à l'heure. Alors en plus, le monsieur entre guillemets qui a inventé ce contrôle pollution 5 gaz, on le connaît bien, mais d'habitude on parle avec lui d'autres choses. Parce qu'il fabrique des médicaments pour les moteurs, mais avant de fabriquer les médicaments, il a inventé la prise de sang. Et donc c'est de ça qu'on parlera, c'est cette fameuse prise de sang pour savoir si une voiture est polluante ou pas. Ouais, et je sais que c'est dans les tuyaux, comme vous dites, depuis très longtemps. Et je connais même quelqu'un qui est en train de faire une proposition au niveau du Sénat par rapport à ça. Vous voyez, donc ça serait bien. Ça permettrait peut-être même d'avoir une vignette un peu spéciale. Alors après, ce serait plutôt une bonne nouvelle, ça. Après, il y a un revers à la médaille. On en parlera tout à l'heure. Je vous expliquerai lequel. D'accord. Les questions d'auditeurs, vous donc, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez dès maintenant. C'est notre ami Jordan qui vous accueille. Vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. On va parler des points de recharge en France aussi pour les voitures électriques. On devrait aujourd'hui fêter la 100 millième borne de recharge, l'ouverture de la 100 millième borne de recharge en France. Bon, il y a 1 an et demi de retard par rapport au programme, mais ça permettra tout à l'heure de se poser les bonnes questions. Où sont ces bornes? Est-ce qu'elles sont également réparties? Et c'est pas le jeu des 1000 bornes là, voilà, c'est les 100 000 bornes. Et est-ce qu'elles sont suffisamment puissantes pour les nouveaux véhicules électriques qui arrivent? Enfin voilà, tout un tas de questions. Et puis nous allons parler de la voiture de l'essai de la semaine. On part en Jeep. On part en Jeep, la première Jeep électrique de l'histoire, qui a été élue aussi voiture de l'année 2023, la Jeep Avenger. Très bien. Enfin, il y a plein de rendez-vous. Moi, ce que je vous propose, c'est évidemment de rester en notre compagnie. Vous nous rejoignez, vous rejoignez la communauté de l'émission On parle auto sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes toujours très nombreux. Ça nous fait toujours énormément plaisir de vous retrouver, et puisque vous êtes effectivement à discuter entre vous, à vous donner des conseils en plus et à poser vos questions. Vous n'hésitez pas. Allez, 0826 300 300. Je peux vous dire que notre ami Jean-Luc est en forme et que ça va se ressentir jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et si un contrôle pollution permettait de rentrer dans les ZFE, on accueille tout de suite David de Regniaucourt. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. En éco-maintenance automobile chez Ecosphère et Sfertech Environnement. Oui, alors on sait que tout le monde... Aujourd'hui, enfin, ceux qui nous écoutent savent au moins ce que c'est que les ZFE aiment. Voilà, ces zones à faible émission qui seront mises en place dans les grandes métropoles françaises, qui ont pour but de faire baisser la pollution, surtout celle issue évidemment des véhicules. Il y a des vignettes qui sont attribuées en fonction de l'année de commercialisation de votre voiture. C'est les fameuses vignettes critères. Et les voitures trop vieilles n'auront plus le droit de rentrer, mais sans mesurer réellement la pollution de ces véhicules. Parce que on le sait depuis le Dieselgate, c'est pas parce qu'un véhicule a été commercialisé telle année qu'il est forcément moins polluant que celui d'avant, puisque les constructeurs ont triché. Donc, ça serait plutôt intéressant de mesurer vraiment la pollution des voitures plutôt que de dire arbitrairement celui-là il a le droit, celui-là il n'a pas le droit. Exactement. Alors pour mesurer la pollution des voitures, 11 communes qui sont touchées par les ZFE actifs et 45 à l'horizon 2025. Il y a un monsieur qui s'appelle David de Regniaucourt, dont on parle d'habitude pour les produits Sfertech qui permettent de nettoyer les moteurs. Hein. C'est le médicament pour moteur, comme je vous disais. Mais David, avant d'inventer le médicament,
Et c'est pour ça qu'il a inventé le médicament, il va nous l'expliquer. Il avait inventé la prise de sang. Vous êtes un... Mais pour la voiture. Pour la voiture. Pour la voiture, pour la voiture. Oui. C'est quoi cette histoire de prise de sang, David? C'est-à-dire que un moteur, vous savez, il y a tellement d'électronique depuis tellement d'années sur les moteurs que les gens ont oublié qu'un moteur, c'est pas un ordinateur. Et c'est une machine thermique. Alors l'idée de la prise de sang, l'analogie au monde médical, c'est qu'en fait, on a inventé un système de mesure de la combustion qui s'appelle l'analyse 5 gaz. Et donc, quelque part, cette analyse donne un peu la prise de sang, l'état de santé d'un moteur. Parce qu'un moteur qui surpollue, c'est un moteur qui est malade et qui peut coûter cher en réparation aux usagers. Alors, on a été précurseur depuis 25 ans sur ce type de mesure. Et en fait, on a une expertise et une expérience un peu comme un contrôle technique indépendant, plus, si je puis dire. Et on a toute la filière qui est équipée on a 1200 stations implantées en Belgique et en France. Donc toutes les grandes enseignes que vous connaissez sont équipées. Et voilà, attendez du ministère une mesure type éco-diagnostic pour délivrer des passeports aux gens pour pouvoir rentrer à la juste mesure. Alors oui, David, si on comprend bien, pour résumer, aujourd'hui, vous avez à la fois une base de données et des outils qui sont à même de mesurer la pollution réelle des véhicules. Tout à fait. En fait, on a commencé très tôt à mesurer les moteurs. Et en fait, c'est entre guillemets, c'est parce qu'on connaît bien les maladies des moteurs qu'on fabrique de bons médicaments, si je puis dire. Mais très vite, on s'est rendu compte que, et c'est pas un secret, la combustion d'un moteur, c'est un équilibre instable. À tel point que l'erreur que commet quelque part le politique dans cette histoire, c'est de croire que la voiture reste dans l'état de sa prime jeunesse. C'est-à-dire oui, évidemment. On a toutes les semaines des gens qui nous appellent en disant ma voiture, elle marche plus, elle s'encrasse, machin, bidule. Donc, de dire on donne un laissez-passer parce qu'elle a été commercialisée telle année, c'est franchement ridicule. Le critère. Oui. Et donc, ce qui fait que le paradoxe de l'histoire, c'est que on a, nous, 300 000, 400 000 voitures mesurées, ce que n'a même pas l'organisme officiel sur ce type de gaz français, au niveau de l'UTAC. Et on est capable de dire qu'une voiture Euro 5 qui pourrait rentrer en ZFE sans problème peut polluer plus qu'une Euro 4 un peu plus vieille mais en meilleure santé. C'est-à-dire que la voiture ne reste pas... Ok, elle est l'entretien, mais je vais faire un parallèle. Tout à l'heure, on faisait un parallèle médical. Une personne qui a 50 ans peut être en meilleure forme qu'une personne qui a 40 ans. Si celle qui a 50 ans, elle a une vie saine, elle fait du sport, elle mange sainement, alors que celui qui a 40 ans boit, alors je ne prendrai pas d'exemple, 2 bouteilles de rouge par jour, fume 3 paquets de cigarettes. Et est totalement sédentaire. On est d'accord, là tout le monde comprend avec l'analogie avec l'être humain. Voilà, c'est ça. Vous avez un record de 25 ans, Jean-Luc, alors que vous approchez 75 ans. Oui, alors là, ça s'appelle de la flagornerie. Non, mais il a dit 75 ans derrière. Alors, donc, c'est pas de la flagornerie, ça. Non, mais ceci étant dit, il est plutôt en forme. Mais en fait, l'autre question que je me pose, c'est que comment se fait-il, enfin, je veux dire, on marche sur la tête et ça réagit sur la page Facebook de Sud Radio. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé à ça dès le départ? Tout ce qui est éco-entretien, les voitures les mieux entretenues. Alors, Laurent, c'est là qu'on va rigoler parce qu'on y a pensé avant. David, ça fait un moment que vous poussez pour ça. Écoutez, en fait, on a même été jusqu'à influencer une loi qui est sortie et qui est dans la boîte à outils législative. C'est-à-dire que il y a l'article. En fait, en 2015, on a. Il y a l'article 65 de la loi de transition énergétique, et je vous le lis. Voilà ce qu'il prévoit. C'est la solution aux ZFE, elle est écrite. Ce contrôle, donc on parle d'un contrôle pour pouvoir mesurer les émissions, donc on parle des 5 gaz, CO, HC, dioxyde d'azote, CO2 et oxygène, pour vérifier que le moteur est à l'optimum de ses capacités thermodynamiques. Donc les modalités d'application du présent article seront précisées dans un décret en 2017, et le décret n'est jamais sorti. Oh là là. Donc en fait, vous proposez ça depuis 2015, David, avec Sfertec c'est pire que ça. On a démarré avec les ministères en 2009. Et la loi est sortie, a été validée par le Conseil d'État en août 2015. Et l'application ne s'est jamais faite. Il y a eu un... Et vous savez pourquoi ? Oui.
Ah, alors pourquoi on parle vrai sur Sud Radio? Non, alors il y a eu au contrôle technique, il y a eu un gros schmil, parce qu'il était question justement de faire le contrôle Saint-Gaz avec le contrôle technique, et puis les gens qui gèrent le contrôle technique au niveau de l'État ont décidé, ont hésité entre plusieurs technologies, et puis résultat des courses, rien n'a été fait. Quoi. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir le remettre sur le haut du panier et l'imposer? Oui. Alors on a des sénateurs qui viennent nous voir la semaine prochaine. On a tenté via des connaissances d'alerter la ministre de la Transition, mais on n'a pas encore de réponse. On a également alerté la Commission développement durable, parce qu'en fait dans la boîte à outils, la solution existe. L'écologie n'est pas seulement réservée à ceux qui peuvent changer de voiture. Donc une transition douce pour les usagers. C'est ça. Vous voyez, le modèle, on en parlait une fois, le modèle belge en Wallonie, ils réfléchissent à pouvoir délivrer un passeport dérogatoire d'1 an à des gens qui auraient recours à de l'éco-maintenance consécutivement à une mesure de ce type, ce qui permet tout à chacun, avec ses moyens, de pouvoir... donc un véhicule bien entretenu, même si il est plus ancien, avec une vignette donc critère 4 ou 5, pourrait circuler à partir du moment où il prouve au contrôle technique qu'il est dans les clous en matière de pollution. Oui, parce que par exemple, on a nous des exemples où on a en Euro 5 des véhicules qui ont des taux de NOx de folie et qui pourraient rentrer, alors qu'une Euro 4 bien entretenu peut en générer moins. Donc il y a vraiment techniquement une méconnaissance du sujet, et finalement il n'y a pas de problème quand il y a des solutions. Je voudrais partager avec vous une réaction qui vient de me faire éclater de rire en lisant la réaction sur la page Facebook. Ça réagit beaucoup là. Beaucoup disent on monte sur la tête, on marche sur la tête. Catherine qui nous embrasse, bonjour Catherine, qui dit: je propose qu'on crée un ministère de la logique en France, il y aura du taf. Ça c'est clair. Moi, je prends un exemple encore plus concret que je prends souvent. Vous prenez une Honda Civic CVCC de 1973, je redis bien 1973, qui avait un système de dépollution qui est aujourd'hui utilisé sur la Maserati MC20, le dernier modèle qui vient de sortir, et qui est utilisé en Formule 1. Voilà. Donc, pour vous dire l'avance qu'ils avaient, ce véhicule-là, il passe encore la norme Euro 6D d'aujourd'hui, et pourtant il n'a pas le droit de circuler, alors qu'il est beaucoup moins polluant que, on va dire, la très grande majorité des voitures qui circulent. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lobby sur les voitures électriques? C'est-à-dire, je m'explique, je suis peut-être complètement ridicule dans ce que je veux dire, mais je vais l'assumer. Est-ce que, comme on nous pousse à fond pour acheter des bagnoles électriques, est-ce qu'on n'a pas mis vos bonnes idées, par exemple vous, David de Regnaulcourt, de côté, parce qu'il faut vendre les voitures électriques, parce qu'il faut développer les voitures électriques? Non, parce que c'était un petit peu avant la décision du virage de 2035. Vous savez, nous on était dans des réunions au ministère. En fait, on a proposé d'ouvrir notre base de données, parce que le ministère peut pas exhumer des valeurs de référence sur 15-20 ans comme nous on l'a fait. Donc on a ouvert notre base de données, et en fait on s'est rendu compte que dans des réunions multilatérales au niveau des ministères, on invite tout un tas de personnes de haut rang, mais qui finalement ne connaissent pas les mesures qu'on appelle statiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, la technique de mesure, c'est comme dans un contrôle technique, il n'y a pas de banc à rouleau. Donc en fait, les gens méconnaissent ce type de mesures, ils connaissent des mesures qui sont faites dans des laboratoires avec des moyens énormes, et du coup finalement il y avait une espèce de méconnaissance, de scepticisme aussi sur l'efficacité de la mesure. Oui. Alors que toute la filière aujourd'hui, je peux vous citer tous les grands groupes de réparation, les grossistes, les entretiens de réparation sont équipés. La filière est prête, et d'ailleurs des acteurs avaient même embauché du personnel pour pouvoir faire face à pour ce qui est lié à la qualité de l'air, quoi. Cette vaste plan de verdissement, on pourrait appeler ça un plan de verdissement, voilà. On aura l'occasion d'en reparler, David, alors. Mais merci. En espérant que les sénateurs arrivent à des conclusions qui vont dans votre sens, quoi. De toute façon, c'est la porte de sortie. C'est la porte de sortie honorable pour eux, parce que là ils sont dans un corner, hein. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et merci d'être intervenu, David. On vous donnera la parole dès que ça avance. Vous n'hésitez pas, et venez nous voir directement en studio. On est vraiment beaucoup de réactions sur la page Facebook. Alors vous discutez beaucoup entre vous. N'hésitez pas à liker aussi l'émission. Là, vous faites un petit like, parce que vous êtes nombreux à discuter, et puis vous likez. Vous abonnez à la chaîne YouTube. David, vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Sud Radio? Je vais le faire. Il y a intérêt. On a publié, on a mis en ligne les
les variations de mesures pour comparer Euro 4, Euro 5, Euro 6 sur un site qui s'appelle ecomaintenance.eu. Et là, on voit vraiment la disparité de polluants des voitures entre elles, et on voit qu'une Euro 5 peut polluer plus qu'une Euro 4. On le voit. Très bien. Et puis il y a Monsieur Aouche qui nous dit bonjour Laurence et Jean-Luc. Rappelez aussi les auditeurs, rappelez qu'il faudra participer à l'enquête en ligne faite par le Sénat. Oui. Il vient de le faire. Donc faites-le sur les ZFE. On en a parlé il y a 15 jours, mais effectivement faites-le. C'est le sujet de la planète mobilité en ce moment. C'est ZFE. J'ai pas voulu dire de gros mots. Et le sujet de Bastien, c'est qu'on a débordé. Donc faut y aller. Bastien, c'est notre super réalisateur qui est en train de se tirer les cheveux parce que ça y est, on a 2 minutes 30 de retard, mais on va gérer, mon Bastien, on va gérer. Tout de suite, on vous retrouve. Merci beaucoup, David. Bon week-end. Merci. À bientôt. Merci, pareillement. Au revoir, Laurence, Jean-Luc. Et une question de Jean-Claude sera à l'affiche de On parle auto dans quelques minutes. Non, et Julien, on aura... ça sera Julien en fait. Pardon, c'est Julien. Non, mais c'est parce que ça a changé, c'est pour ça. D'accord. C'est Jean-Claude qui posait la question que Julien. Maintenant, on a directement Julien. Mais on aura aussi l'avocat pour y répondre. Oui. Ben voilà, on aura un avocat pour répondre à la question de Julien qui s'appelait Jean-Claude avant. Vous avez compris, vous avez suivi. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Dans quelques instants, l'essai de la semaine avec Jean-Luc qui prendra le volant de la Jeep Avenger. Mais tout de suite, vous, au 0826 300 300, vous nous appelez. N'hésitez pas, Jordan est là. Si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui, inscrivez-vous pour, par exemple, samedi prochain. Nous serons de nouveau en direct avec vous. Et là, on va accueillir Julien qui a donc composé le 0800. Une question qui finit par une question juridique. Donc on aura un avocat. On a un avocat avec nous, on a maître Jean-Baptiste Ledal, qui est avocat docteur en droit spécialisé en droit routier. Bonjour maître. Bonjour Jean-Luc. Alors vous allez dire, tiens, pourquoi on n'a pas Rémi J? Parce qu'il est en week-end. Parce qu'il est en vacances à la Marty et j'en dis pas plus. Non, et là-bas, il y a plein d'algues et du soleil. Non, mais il y a surtout le décalage horaire. Aussi. Mais il s'entend très bien avec Jean-Baptiste. Ledal. On accueille Julien, notre auditeur, pour poser votre question. Bonjour Julien, on vous écoute. Bonjour à tout le monde et merci de me recevoir. Avec bonheur. Alors allez-y, parce que c'est compliqué votre histoire. Alors, j'ai acheté une auto en mai dernier, il y a quasiment donc un an, chez un mandataire automobile. Il s'avère que cette voiture, quelques jours après, est tombée en panne. Elle coupait en roulant et elle avait du mal à démarrer jusqu'au jour où elle n'a plus jamais voulu redémarrer. Donc je m'en suis très très peu servi. Donc je me suis retourné vers le mandataire logiquement, qui lui a fait valoir que justement il n'était que mandataire et donc pas responsable de ce qui pouvait se passer après la vente, et qu'il était là que pour sécuriser la vente, s'occuper de présenter l'auto, s'occuper de toute la partie administrative, et que donc si j'avais un problème, il fallait que je prenne contact avec l'ancien propriétaire, chose que j'ai faite, et lui m'a répondu tout simplement que si justement il avait fait appel à un mandataire, c'était justement donc pour ne pas s'embêter avec ce genre de soucis. Donc je suis confronté depuis un an au problème qu'ils se renvoient tous les deux la balle et que j'ai acheté une voiture il y a un an et qui ne marche toujours pas. Alors vous avez acheté, on va préciser quand même, vous avez acheté un Nissan Titan 5 litres 8 V8. Alors il y a plein de gens qui vont se dire tiens, c'est quoi le Titan? C'est un gros pick-up mais qui est normalement pas vendu en Europe. Donc c'est un véhicule qui vient forcément des États-Unis, celui-là, ou du Canada, enfin d'Amérique du Nord en tout cas. Oui, c'est ça, qui avait été importé il y a quelques années, il est de 2007. D'accord. Donc aujourd'hui, le véhicule, on est d'accord, ne roule pas. Non. Donc vous ne pouvez pas vous en servir. Maître Ledal, dans un cas comme ça, parce que là, Monsieur Jean-Luc M, est-ce qu'on pourrait juste repréciser ce qu'est un mandataire? On va demander à monsieur l'avocat pour tous ceux qui n'ont jamais eu affaire à un mandataire. Tout est dans le nom. Vous lui donnez mandat pour effectuer à votre place une démarche, soit acheter un véhicule à l'étranger, l'importer en France. Et là, en l'occurrence, le véhicule était déjà... Julien, il était déjà en France, le véhicule, ou pas? Oui, le véhicule était en France, immatriculé en France. D'accord. Maître Ledal, on peut faire quoi dans des cas comme ça? Est-ce que vraiment il peut s'exonérer de sa responsabilité, le mandataire? Alors oui et non. Alors le mandataire, effectivement, quand on pense à un gros problème, là par exemple on a visiblement un moteur qui ne marche pas, enfin on a un problème grave sur le véhicule, on pense tout de suite aux vis cachées. Vis cachées, l'action sur les vis cachées, le but de cette action, c'est faire annuler la vente. C'est-à-dire que on rend la voiture, on nous rend l'argent.
Voilà. Sauf que cette annulation de la vente, ça ne peut marcher qu'envers quelqu'un qui était propriétaire du véhicule. Donc cette action-là, les vices cachés, c'est effectivement quelque chose qu'on va mettre en œuvre à l'encontre d'un vendeur, d'un précédent propriétaire. Le mandataire, il est là pour faire le lien un petit peu entre les deux. Alors, c'est vrai qu'il y a mandataire et mandataire. Souvent, on va chercher un véhicule chez un professionnel automobile. En plus, on est rassuré, on voit qu'il y a une devanture, on sent le pro de l'auto, et on va acheter le véhicule. Et si on rencontre un problème, on va voir ce professionnel, et parfois les professionnels nous disent « Ah oui, mais moi je suis que mandataire, voyez avec le précédent propriétaire ». Alors, le droit, les décisions de justice, la jurisprudence fait la différence selon la façon dont ce mandataire va se présenter. Est-ce que le mandataire s'est présenté comme un simple mandataire, c'est-à-dire que les choses étaient claires, il disait moi j'ai ce véhicule que je vous présente, mais c'est pas moi le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre, ou alors est-ce qu'il se présente comme finalement le propriétaire du véhicule? On pense que oui, ce véhicule d'occasion était dans le parc, appartenant à ce professionnel. Donc on a quand même les deux choses. Ouais, Julien, permettez, Julien, il s'est présenté comment ce mandataire? Parce que la clé, elle est là en fait. Non, il s'est présenté comme n'étant pas le propriétaire de la voiture. D'accord. Donc le recours, Maître Ledal, le recours finalement, c'est contre l'ancien propriétaire. Ouais. Le recours principal, c'est plus contre l'ancien propriétaire, sachant que finalement les professionnels de l'auto qui sont intervenus aussi dans le cadre de cette vente peuvent voir leur responsabilité civile engagée. Voilà. C'est-à-dire que c'est simple, si ce véhicule n'avait pas été présenté par un professionnel, eh bien peut-être que notre auditeur aurait pas été l'acheter. Peut-être que il s'est dit c'est un véhicule qui est présenté par un professionnel. On a un professionnel qui a dû inspecter tout ce qu'il avait inspecté sur ce véhicule. Il n'avait pas proposé à la vente un véhicule qui fonctionnait pas. Donc effectivement, le mandataire, même s'il n'est que simple mandataire, à partir du moment où c'est professionnel, eh bien, il a une obligation d'information, il a un devoir de conseil. Donc, Maître Ledal, je voudrais juste qu'on avance un petit peu sur ce sujet-là, moi, un peu plus vite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, notre ami? Parce qu'il nous a expliqué qu'il a aussi contacté le vendeur et que plus personne ne lui répond. Et ça fait 1 an que la voiture est... Qu'est-ce qu'il fait concrètement aujourd'hui? Comment on peut faire avancer les choses vite? Si les choses en sont restées là au stade de simple tentative, malheureusement il n'y a plus trop d'issue. On va se tourner vers l'issue judiciaire. Donc ce qu'il va falloir, c'est peut-être qu'il prenne contact avec sa compagnie d'assurance, peut-être que dans le cadre de son contrat d'assurance, il bénéficie d'une protection juridique qui pourrait l'accompagner pour prendre en charge tout partie des frais d'avocat, des frais d'expert, parce que la première des étapes, ça va être déjà de savoir qu'est-ce qu'a ce véhicule. Ouais, donc une expertise. Voilà, une expertise automobile contradictoire, c'est-à-dire qu'on va convier autour du véhicule le vendeur, le mandataire, qui vont venir assister de leurs propres experts à eux, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'a ce véhicule, et est-ce qu'effectivement il y avait un problème avant la vente du véhicule, et dans ce cas-là, on va appliquer la garantie légale des vices cachés, et on a un recours contre ce vendeur particulier. D'accord. Ouais. Malheureusement, ça prend du temps, c'est 2 ans, grosso modo, une expertise contradictoire. Alors, ce qui n'empêche pas le professionnel ou l'ancien vendeur de comprendre en cours d'expertise, en cours de procédure, que ils vont sans doute avoir une décision de justice négative et qu'ils ont tout intérêt à transiger. Ils peuvent pas annuler la vente tout de suite, en fait? Ils peuvent le faire. Bon, s'ils l'ont pas fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent maintenant. Mais si on commence à avoir les experts en automobile qui arrivent, les avocats, des courriers de mise en demeure, là, ça peut faire amener des gens à réfléchir un peu. Voilà. Bon, Julien, vous nous tenez au courant Bien évidemment. J'avais engagé une procédure judiciaire où on avait même fait une proposition, un protocole d'accord pour éviter de partir en procédure pendant 2 ans. Mais même ça a été refusé. Oh là là. Dans ce cas-là, il faudra aller au bout. Ça pue là. Là, faut y aller. Là, faut sortir les dents. On est désolé pour vous, Julien, mais là, faut sortir les dents. Et vous nous tenez au courant, Julien? Oui, tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Julien. Merci Maître Ledal. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Plaisir de vous retrouver. Allez,
Au revoir, bon week-end. Au plaisir de prendre le volant aussi de la Jeep Avenger. Ce sera dans quelques instants sur Sud Radio. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant. Vous retrouverez d'ailleurs tous les essais, vidéos comprises, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux également à agrandir la famille Sud Radio, et ça c'est plus que plaisant. Mais on va prendre le volant, enfin surtout vous, l'ami Jean-Luc, de la Jeep Avenger. Oui, c'est une super héroïne. La voiture de l'année élue par un jury de 59 journalistes européens. C'est la première Jeep 100% électrique de l'histoire. C'est une proche cousine de la Peugeot 2008, parce que vous savez, tout ça c'est la même famille, c'est Stellantis maintenant. C'est une Jeep purement traction. C'est aussi la première fois qu'il n'y a qu'une traction dans la gamme Jeep. Il y a une version 4 roues motrices qui arrivera, mais seulement en fin d'année. C'est une voiture assez compacte, 4,08 m de long. De long, ouais. Bon, elle est jolie, hein. C'est un design purement Jeep, avec une calandre à 7 barrettes verticales, un capot plat, des arches de roue trapézoïdales, des feux arrière qui reprennent le motif du jerrycan. Bref, c'est du Jeep. Alors c'est en plus une voiture qu'on peut personnaliser avec des strippings. Alors pour la petite histoire, le designer qui l'a fait, il est italien, puisque c'est une voiture qui est fabriquée en Italie, mais c'est un grand fan de Jeep, donc il a respecté les codes, et ça c'est bien. Sous le capot, on a un moteur synchrone à aimant permanent, 156 chevaux, c'est la nouvelle chaîne de traction Stellantis, 260 Nm. Et ce qui est assez intéressant, et Jeep ne met pas l'accent là-dessus, c'est qu'on a une batterie de 54 kWh dont la chimie est du NMC 811. Ça veut dire quoi? C'est la dernière chimie la plus performante et qui emploie 2 fois moins de cobalt qu'auparavant, et ils appuient même pas là-dessus. Un beau coffre de 380 litres pour une voiture qui est compacte, mais pas de miracle, hein, aux places arrière, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes. Bon, à l'avant, en revanche, il y a pas mal d'espace. La présentation est sobre, mais moi je trouve que c'est plutôt raffiné. C'est bien dans l'esprit Jeep, hein. Certes, la sellerie n'est pas en cuir, mais l'imitation n'est pas mauvaise. La qualité de certains plastiques, en revanche, c'est basique, et surtout, c'est difficile à accepter pour un véhicule dont le prix est, je vous le dirai tout à l'heure, vous allez rester avec moi. Bon, dessin de la planche de bord qui fait oublier quand même le désagrément des plastiques qui sont un peu gratte-gratte. Sur notre version haut de gamme Summit, on a un écran de 10,25 pouces pour l'instrumentation face au conducteur et un second écran de la même taille pour ce qu'on appelle l'infodivertissement. C'est au milieu de la planche de bord. Il est tactile, il est plutôt réactif, avec un graphisme de bonne qualité. Ça, c'est bien. On a aussi conservé des touches physiques pour les commandes de clim. Il y a une pompe à chaleur sur tous les modèles. C'est utile de le préciser parce qu'une voiture électrique, sinon l'hiver, ça consomme beaucoup plus. Un petit volant qui est agréable au toucher, avec de nombreuses commandes dessus, ça on est habitué. Maintenant, à gauche, les aides à la conduite, à droite, l'infodivertissement, c'est archi classique. Ce qu'il est moins, en revanche, sont les commandes de boîte de vitesse. C'est des touches pas très pratiques, voilà. En dessous du vide-poche, en dessous, il y a un vide-poche qui ferme. En revanche, ça c'est bien, c'est pratique. Il y a un chargeur à induction au fond. Il y a aussi un vide-poche sur la partie droite du tableau de bord, sur toute la partie droite. C'est pratique aussi. Sur la console centrale, vous avez un petit bouton magique. C'est un sélecteur de mode, voilà, qui permet, alors sur sport, vous avez la pleine puissance 156 chevaux, en normal 110 chevaux, en éco 80 chevaux, et puis vous avez des modes sable, boue, neige. Je vous explique tout à l'heure comment ça marche. Bon, il est facile à prendre en main, hein, ce Jeep Avenger, et puis malgré les jantes de 18 pouces, il se montre plutôt confortable, à une seule exception, les bandes rugueuses sur la chaussée qui provoquent des percussions fortes. C'est bien aussi en matière de comportement, il n'y a pas de roulis, une bonne maîtrise des mouvements de caisse, une direction qui est précise. Le moteur, lui aussi, participe du plaisir de conduite. Sur le mode sport, il est très réactif. On ne sent pas du tout les 1530 kilos de cette version super bien équipée. En plus, c'est une vraie Jeep. Ça veut dire que même si elle n'est pas 4 roues motrices, on pourra s'aventurer en tout terrain grâce à la garde au sol de 20 cm et à ce qu'on appelle aux angles de dégagement avant et arrière. Ça veut dire que le porte-à-faux avant et le porte-à-faux arrière sont courts, donc ça ne frottera pas si on est en tout terrain. Bon, quand je dis tout terrain, vous avez les modes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sable, boue, neige. Ça adapte en fait
la traction sur les deux roues motrices avant, ça autorise ou non du patinage en fonction de l'état de la surface. C'est assez efficace, hein, je l'ai testé, c'est assez efficace. Vous avez en plus des boucliers noirs qui sont teintés dans la masse, qui dépassent un peu de la partie peinte de la voiture. Donc ça veut dire que, alors au tout-terrain, vous rayerez pas la carrosserie, mais surtout, dans la jungle urbaine, on vous rayera pas vos pare-chocs, et ça c'est bien. Alors sans faire d'autoroute à 130 km/h, j'ai relevé une consommation moyenne de 15,1 kWh au 100. C'est bien, mais les 400 km d'autonomie qui sont revendiqués par Jeep, ça paraît un peu optimiste. Alors on peut recharger en courant alternatif jusqu'à 11 kW en puissance et en courant continu jusqu'à 100 kW. Ça veut dire qu'on fait de 20 à 80% en 25 minutes, mais il y a des véhicules concurrents qui font mieux. La politique commerciale de Jeep, c'est pas d'option sur la voiture. Donc, si vous voulez des équipements, vous prenez le niveau supérieur. C'est comme ça. Okay. On choisit la finition supérieure si on veut une voiture équipée. Le problème, et là on en arrive au prix, ce qui va devenir le vrai problème des voitures électriques qui ne sont pas fabriquées ni en Chine ni aux États-Unis, c'est le prix. Cette version haut de gamme vaut 42 500 €, bonus de 5 000 € déduit. Ça veut dire qu'on est à 37 500 €. C'est plus cher qu'une Tesla 3 qui est plus performante, qui est un peu plus, qui offre plus d'autonomie, etc. Elle est construite où, celle-ci ? Elle est construite en Italie. Mais oui, non, mais d'accord. Mais aujourd'hui, avec la baisse des prix, il va y avoir une guerre des prix. Tesla va continuer à baisser ses prix. Les Chinois, qui ont une marge énorme, les voitures sont vendues 2 fois plus cher qu'en Chine chez nous. Donc ils ont une marge encore pour diminuer. Ils vont commencer à tirer les prix. Et je peux vous dire que chez Renault, par exemple, avec la Mégane E-Tech, on est en train de se poser des questions. Parce que eux, ils peuvent pas baisser les prix. Ils sont au taquet de ce qu'ils peuvent faire. Alors ils vont certainement renier sur leur marge, mais ça va être difficile. Eh bien, affaire à suivre également. Moi, perso, je préfère la Jeep à la Tesla. Mais bon, après, c'est très personnel. Oui, c'est une affaire de choix. Bon, c'est une beaucoup plus petite voiture. Ça fait, c'est pas grave. Moi, je la trouve plus jolie. Puis en jaune, elle est très belle. J'adore. Ouais. Bon, bref, après, chacun ses goûts. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Non, mais c'est une très bonne auto. Il y a juste Stéphane qui dit, va-t-il y avoir une version Trailhawk ? Je pense pas. Alors Trailhawk, c'est les versions tout-terrain de chez Jeep. Non, parce que là, le modèle. Mais il y aura une version 4 roues motrices en fin d'année. Ok, super. Bon, allez, on sait tout. Vous retrouvez la vidéo complète de cet essai de la semaine sur la Jeep Avenger sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, à suivre, on va parler, non pas du jeu des 1000 bornes, mais des 100 000 bornes. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et vous savez, vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser vos questions. Il y a Jordan qui vous attend au standard. Vous pouvez vous inscrire pour la semaine prochaine, par exemple, ou dès maintenant pour passer à midi. Et puis, sinon, vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien « On parle auto » dans l'objet de votre mail avec toutes vos coordonnées et votre réaction ou vos questions. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons maintenant parler des fameuses 100 000 bornes. Alors, je ne vais pas refaire la blague à 2 balles, il ne s'agit pas du jeu de cartes que l'on a. Non, mais en plus, on a un suspense terrible. On a avec nous Clément Molison, qui est le délégué général de l'AVER. Bonjour Clément. Bonjour. Ouais, alors le suspense terrible, c'est est-ce qu'on a franchi les 100 000 bornes ou pas ? Non. On va les franchir dans les tout prochains jours, d'ici les premiers jours de mai. On est à combien là exactement ? On les a ou pas ? Non, là on a dépassé les 99 200 bornes. Vu le rythme actuel, d'ici mercredi ou vendredi prochain, on aura les 100 000. Bon, écoutez, merci. Non, mais Clément, tout à l'heure, je rigolais en disant, ouais, ok, d'accord, 100 000, ça paraît beaucoup, mais on est déjà, de toute façon, on a 1 an et demi de retard sur le programme qui avait été prévu. Alors, l'objectif initial était bien pour fin 2022, et en cela, on a 4 mois de retard, ce qui reste assez négligeable. Mais l'objectif avait été avancé d'1 an par un précédent ministre des Transports, et une vraie dynamique qui a été engagée. C'était pas tenable dans ce calendrier. Mais voilà, on reste quand même dans des déploiements assez importants aujourd'hui. Bon, on est d'accord, c'est des recharges, des bornes de recharge publiques. Enfin, c'est même pas des bornes, c'est des points de recharge, c'est des prises. Ouais, tout à fait, parce que sur une borne, vous pouvez avoir plusieurs points de recharge. Donc là, c'est bien des points de recharge ouverts au public, c'est ce que vous trouvez en voirie, sur les autoroutes et également sur des parkings ouverts au public, au supermarché, centres commerciaux et autres. D'accord. J'ai le sentiment, moi qui me déplace beaucoup en France, qu'il y a des régions où c'est la misère des bornes et qu'à l'inverse, il y en a d'autres où on en trouve un peu partout. Est-ce que j'ai raison ou pas ?
Alors il y a effectivement des différences territoriales qui sont importantes, mais il ne faut pas forcément penser que là où il n'y a pas de bornes, les gens ne peuvent pas se recharger. Vous avez des territoires ruraux où les gens vivent plutôt dans des maisons et peuvent avoir des bornes chez elles. À l'inverse, quand vous êtes dans des grands centres urbains comme Paris ou d'autres métropoles, beaucoup de gens n'ont pas de place de stationnement et doivent se recharger uniquement en voirie. Donc voilà, il faut faire un peu attention quand on regarde ça. D'accord. Quel type de recharge sont installées aujourd'hui? Parce qu'on sait que les bornes en voirie, comme on avait sur Autolib au départ, avec des puissances, je crois que c'était 3,7 kW, ça a plus de sens aujourd'hui avec des batteries dont la capacité ne cesse d'augmenter et va continuer à augmenter avec les progrès technologiques qui sont faits. La question de la puissance, elle est très liée à l'usage. Il faut vraiment identifier là où on installera la borne, quel sera l'usage privilégié. Par exemple, sur les autoroutes, vous n'allez pas installer des bornes à 3,7 kW parce que les gens n'ont pas vocation à rester 10 heures sur l'aire de service. Par contre, sur la voirie, pour des gens qui restent toute la nuit, il n'y a pas de raison qu'ils se rechargent en un quart d'heure. Donc voilà, aujourd'hui, 9 bornes sur 10, ce sont des bornes normales, lentes, mais ça correspond aux besoins actuels. D'accord. Moi, il y a autre chose qui me dérange à chaque fois que je prends un véhicule électrique, c'est la disparité des moyens de paiement. Il faut avoir 50 000 cartes. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on va avoir une uniformisation? Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir, par exemple, un lecteur de carte de crédit sur les nouvelles bornes qui sont installées? Je parle des bornes publiques, bien évidemment. Alors, depuis 2017, vous avez l'obligation d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'avec une même carte, un même abonnement, vous pouvez aller sur toutes les bornes. Mais on avait déjà installé des bornes avant cela, et c'est ce qui explique que sur certains réseaux, il faille multiplier les cartes d'abonnement. Après, vous pouvez toujours payer à l'acte, soit avec un QR code et une application, soit avec un terminal de paiement. Le terminal de paiement, il n'était pas obligatoire jusqu'à présent. L'Europe est en train de l'imposer pour la recharge rapide. D'accord, ça veut dire que demain, je pourrais arriver sans avoir aucune carte, louer par exemple, parce que ça se fait de plus en plus, louer par exemple un véhicule électrique chez un loueur courte durée et décider de faire 300 km et m'arrêter à une borne de charge rapide, ne pas avoir de carte spécifique et pouvoir quand même faire une recharge pour aller plus loin. C'est ça. Et c'est déjà le cas sur plus de 80% des bornes qui sont installées en France. Plus de 80% des bornes aujourd'hui permettent de se recharger à l'acte, c'est-à-dire que vous pouvez payer soit avec votre carte de crédit, soit avec un QR code. Et le QR code était peut-être pas évident il y a quelques années. Il faut quand même dire qu'avec le Covid, maintenant tout le monde sait trouver l'application sur son téléphone. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile. Alors il y a autre chose qui dérangeait en fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais ça semble être revenu dans l'ordre. Vous allez nous le confirmer. Les tarifs, c'était un peu n'importe quoi en matière principalement de recharge rapide. Est-ce que ça s'est un petit peu calmé? Puisqu'on est d'accord que les fournisseurs d'énergie pour ces bornes aujourd'hui bénéficient du bouclier tarifaire. Alors, il bénéficie en effet du bouclier tarifaire pour l'année 2023. Nous, on a alerté le gouvernement à partir de l'été dernier parce qu'on se rendait bien compte qu'il y allait avoir des augmentations, parce que la recharge, évidemment, il y a une composante électrique qui est très importante. Et on a connu des augmentations sur différents réseaux. Grâce au bouclier tarifaire, on limite les augmentations à 15%. Donc il y a quand même des augmentations, mais elles vont quand même rester limitées sur 2023. Ouais. Sur des bornes très rapides, juste pour avoir une idée, le kilowattheure, il est vendu combien? Vous avez une idée? Alors, en kilowattheure, je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est de regarder la différence avec le thermique. Sur la recharge ultra rapide, c'est à peu près des tarifs similaires. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le budget carburant annuel et il est divisé par 3 à 4 quand vous passez à l'électrique. D'accord, oui. Si vous chargez chez vous. Oui, c'est ça, si vous chargez chez vous. Ouais. Voilà. C'est quoi, 2 à 3 euros à peu près en ce moment, non? À domicile, c'est 2-3 euros 100 km. Ouais, c'est ça. 3 euros 100 18 centimes le kilowattheure. Ouais. Et sur les bornes de charge rapide, on est à un peu plus de 50 centimes. Ça dépend de la puissance, évidemment, de la borne. Ça dépend de la puissance. Ouais. Merci Clément Molison, donc délégué général de l'AVER. Parfait, on attendra pour souffler les bougies du gâteau, les 100 000 bougies du gâteau d'ailleurs. Ça va faire je vous envoie l'invitation. On va envoyer le gâteau surtout. Ça marche. On est gourmands aussi. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et dans quelques instants, pour terminer cette première heure de On parle auto, eh bien, nous allons accueillir Ludovic qui a une question à nous poser au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et juste après-midi, vous avez la parole. Si vous avez une question à nous poser, si vous voulez nous rejoindre en direct, là il est 11h51, vous nous faites le 0826 300 300 et vous nous rejoignez à midi. On vous accueillera avec beaucoup de bonheur, juste après le journal. Et puis tout de suite, on va accueillir celui qui a envie de poser sa question, c'est Ludovic. A priori, il y avait un problème de réseau, donc Ludovic, on n'arrive plus à le joindre. Il y avait un souci de... Ça a raccroché. C'est pas grave. Je vais poser la question de Ludovic, qui, en plus, a un lien avec ce qui s'est dit il y a de ça quelques instants, qui dit, voilà, Ludovic nous demandait, pour donner la puissance des voitures, on parle de kilowatts, ou de chevaux vapeur, quelle est la différence? En gros, combien représente 100 kilowatts en chevaux DIN? Alors le cheval, à l'époque on parlait pas en kilowatts, mais l'unité de mesure officielle c'est le kilowatt. Le cheval. Vous savez ce que c'est qu'un cheval, tiens? Oui, d'accord. Non, mais je parle pas de celui sur lequel on monte. Enfin, quoique, il y en a sous le capot, mais c'est une unité de mesure qui représente une force de 75 kg, provoquant un déplacement à la vitesse de 1 mètre seconde. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, pourquoi est-ce que... alors, 1 kilowatt, ça équivaut à 1,36 chevaux. Donc on dit une voiture qui fait 100 kW par exemple, elle fait 136 chevaux. Okay. Mais pourquoi on continue à parler en chevaux? Parce que c'est plus compréhensible parce qu'on est habitué, voilà. C'est comme si on était resté aux anciens francs. C'est la même chose. Non. Voilà. Non. Avec les voitures électriques, petit à petit, on arrive à passer des chevaux au kilowatt. Bon. Alors après, la difficulté avec les chevaux, c'est qu'il n'y a pas les mêmes en fonction de l'endroit où on parle. Vous avez en Allemagne les chevaux DIN pour Deutsche Industrie Normen. Voilà, ça, voilà. Et les Allemands, vous savez, ils sont carrés, ils aiment bien quand on dit un char tigre, il fait tant de chevaux, il les fait vraiment. Donc, on a le moteur et on a la puissance qui est délivrée avec tous les accessoires. Parce que quand vous mettez une pompe à eau, un alternateur, une climatisation, une direction assistée, etc. sur un moteur, évidemment, ça mange de la puissance. Donc, les Allemands, la puissance DIN, c'est celle qui vous reste pour faire avancer la voiture. Les Américains avaient un autre système. Alors maintenant, ils donnent des chevaux DIN, mais ils avaient un système qui s'appelait SAE. Ça faisait référence à la Society of Automotive Engineers. Et là, c'était la puissance brute du moteur. Donc c'était au vilebrequin. Donc sans tous les accessoires. Donc en fait, on avait beaucoup plus. En fait, c'était un argument marketing dans les années 60-70. On avait des voitures américaines, des berlines normales qui développaient 350-400 chevaux. On se disait, ouais, youpi. Donc si on n'avait pas 300 chevaux, on se disait, c'est pas bien. Mais en fait, on n'avait pas 300 chevaux. On avait 300 chevaux bruts. Et quand on rajoutait toute la quincaillerie derrière, on perdait 25%. Ouais. Donc, grosso modo, on perdait 25%. Et puis, vous savez, il y a les Anglais, nos amis de l'autre côté de la Manche. Eux, ils n'aiment pas faire comme tout le monde. Non. Donc, ils ont fait le BHP, donc le Brake Horsepower. Donc c'est des chevaux aussi, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Les chevaux de break. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a chez vous. La conversion, c'est 1,0139 précisément. Bon, on va dire que c'est à peu près pareil, mais ils voulaient pas faire comme tout le monde. Et puis il y a une dernière catégorie, parce que ce serait trop simple si les fameux chevaux fiscaux. Ah oui. C'est ceux de la carte grise. Exactement. C'est les chevaux fiscaux. Voilà. Et puis, pour compliquer un petit peu, parce que sinon, ça serait trop simple, la formule pour le calcul des chevaux fiscaux, elle change en permanence. Voilà. En 1956, ça a commencé. C'était assez simple, la formule de 1956. Et puis après, en 78, on a adopté une formule un petit peu plus compliquée. Et on a remodifié la formule. Aujourd'hui, il y a 3 modes de calcul pour les chevaux fiscaux. C'est pas la même si vous avez une voiture essence, diesel ou électrique. Donc vous avez un calcul qui est différent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul. Mais par contre, pour une voiture électrique, il y a la puissance dite du moteur. Il y a le moteur qui délivre. Voilà, alors attendez, c'est là que j'aimerais. Pour une voiture électrique, tiens, on va rentrer encore dans un détail. Il vous reste 1 minute, docteur Schwarzer. La puissance qui est annoncée par le constructeur, c'est ce qu'on appelle la puissance de crête. C'est-à-dire que c'est la puissance maximale que peut fournir le moteur, mais pendant un temps très court. En général, c'est 30 secondes. La puissance de crête. Mais on parlait de chevaux, pourquoi on vient parler de coque? Oui, non. Non, on n'est pas en Crète non plus, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Grèce. Non, c'est la puissance maxi c'est un pic de puissance que va développer le moteur électrique, mais pendant un temps très court. Donc, il va pouvoir développer, on prend notre Jeep, 156 chevaux, mais il va développer 156 chevaux pendant 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes.
si vous lui demandez une puissance continue, vous n'allez plus avoir 156 chevaux, vous allez avoir peut-être 110 chevaux. D'accord. Et sur la carte grise, c'est la puissance continue. C'est pour ça que parfois, entre la carte grise d'un véhicule électrique avec la puissance indiquée et la puissance indiquée sur le dépliant publicitaire, ça n'a plus rien à voir. Bon, c'était clair, mais je crois que j'ai pas tout compris. Non, en fait, c'est quand même pas si simple. C'est une sorte de chevaux, de kilowatts. Non, c'est simple. Ouais. Alors, moi, il y a quand même Stéphane qui dit, mais c'est un zoo. C'est une écurie. Catherine qui dit, quels chevaux sont les vrais? Dans les années 70-80, il paraît que c'était des vrais chevaux. Il y a eu une légende disant que c'était la puissance des vrais chevaux. Enfin, des vrais chevaux? Ouais, des vrais chevaux. Bah, quand on parlait de 50 chevaux, de 60 chevaux, c'était la puissance. On mettait 60 chevaux dans non, pas dedans, mais c'était l'équivalent, nous dit Catherine. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cheval qui a été défini, c'est il faut déplacer 75 kilos. 75 kilos à la vitesse d'1 mètre par seconde. Voilà, c'est ça. Et on a un nouveau arrivé, Sébastien, qui dit maintenant ce sont des poneys. Allez, zou, à suivre le retour de l'info. Et vous, on vous attend au 0826 300 300. Et juste après, eh bien, comme vous commencez à sortir vos voitures de collection du garage, que faire avec les pneus? À toutes. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes avec beaucoup de plaisir avec vous jusqu'à 13h. Heureusement, faites pas de la radio. C'est ça. Allez, programme de cette deuxième heure. Dans quelques instants, on va parler des voitures de collection parce que demain, c'est la journée nationale des véhicules d'époque. Voilà. Donc ça, un peu de la deuxième heure va être un peu consacrée aux voitures. Oui, on va se faire plaisir. Voilà. Tiens, après les ZFE qui sont un peu anxiogènes, on va rêver. D'ailleurs, on va en parler dans Classic Car de cette journée demain. Complètement, ouais, bien sûr. Ce sera aux alentours de 12h19. Puisqu'on parle voitures de collection, il sera également question des pneus pour les voitures de collection. Puis il y a un sujet que j'attends avec impatience avant 13h, l'ami Jean-Luc, c'est les voitures les moins chères à réparer. Oui. Alors, je vous dis, sur la première marche du podium, à votre avis, ça peut être quoi comme marque? Ça commence par un D, ça finit par un A. Voilà. Et vous allez voir qu'en revanche... j'allais dire d'autres marques françaises, c'est pas une marque française celle-là, mais bon, elle appartient à un groupe français. Mais les autres marques françaises sont pas très bien placées par contre. Ah, bon, on va voir ça en détail avec vous d'ici la fin de notre rendez-vous. 0826 300 300, vous nous rejoignez dès maintenant si vous avez des questions à poser. Je rappelle à tout le monde que si vous préférez nous envoyer un mail pour passer pour un prochain samedi en direct avec nous, vous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet de votre mail, vos coordonnées complètes, en n'oubliant pas votre téléphone, évidemment. Et puis, il y aura des questions d'auditeurs avant 13h, mais tout de suite, allez, c'est parti. Ah non, je veux râler avant. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça que j'allais dire, c'est parti. Le coup de G de notre ami Jean-Luc M de Paris. On s'est parlé cette semaine, vous étiez très énervé. Ouais, j'étais très énervé. Je me suis dit, tiens, on va faire un sujet sur la location courte durée. Puisqu'il y a plein de ponts au mois de mai, donc les gens vont partir 2-3 jours, prendre le train, et en arrivant sur place, ils vont sans doute louer une voiture. Donc c'est le moment de faire un sujet sur la location de voitures. Sauf que j'avais a priori des questions un petit peu gênantes pour les loueurs, en particulier pourquoi est-ce que les prix ont augmenté de 50% ces deux dernières années. Voilà. Un exemple concret ? Le prix d'une voiture. Oui, alors, je vous donne un exemple concret. Chez un grand loueur, vous louez une Fiat 500, qui est quand même une voiture très abordable. Ça coûte 130 € par jour avec les assurances. 130 € par jour, c'est ce que Fiat vous loue la voiture quand vous prenez une LOA pour un mois. Donc, c'est juste 30 fois plus cher. Certains loueurs courte durée ont été condamnés dans des pays pour des pratiques abusives. Par exemple, sur les assurances, vous arrivez, vous voulez payer avec votre carte de crédit Gold, et on vous dit, ah oui, ben non, vous êtes quand même obligé de prendre une assurance rachat de franchise. Voilà. Sur les cartes de crédit, vous partez à l'étranger, est-ce que vous savez si vous avez une carte de crédit ou de débit? C'est écrit sur la carte. C'est écrit débit ou crédit. En France, majoritairement, on a des cartes de débit. Vous arrivez en Espagne, vous voulez louer une voiture, on vous dit ah ben non, c'est pas possible d'avoir l'assurance avec cette carte. Enfin, c'est pas possible de louer avec cette carte-là. Il faut prendre encore une assurance supplémentaire. Donc on vous rajoute à la fois des couches. Et
Alors j'ai contacté Mobiliance, qui est le syndicat qui gère normalement les loueurs courte durée. En tout cas, qui gère l'ensemble des professionnels. Oui, l'ensemble des professionnels de l'automobile et en partie cette branche-là. Voilà, bon, je pense qu'ils doivent être tous être morts parce que c'était il y a 15 jours, j'ai pas de nouvelles. Un autre loueur cette semaine, j'ai pas de nouvelles non plus. Ils sont décommandés juste hier. Ça les dérange en fait de répondre à ces questions. Donc, vous savez, quand ça dérange quelqu'un, souvent c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Anguille sous roche. Donc si un loueur courte durée veut s'exprimer, nous expliquer pourquoi droit tout de ça, réponse. Exactement, eh bien ils sont les bienvenus. Nous vous attendons au 0826 300 300 si vous voulez nous expliquer pourquoi ça a augmenté. On a été aussi tous les deux un peu choqués sur le prix de l'essence. Alors certains loueurs vont jusqu'à 2,50 € le litre quand vous rendez la voiture et que eux-mêmes font le plein. Alors je dis pas tous. Je dis certains. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même une plus-value. Alors on vous dit, oui, mais il faut payer le garçon qui va faire le plein. Oui, c'est ça. Souvent, si c'est dans les aéroports ou les gares, la pompe, elle est souvent intégrée au parking où il y a les loueurs. Donc, Alors après, c'est du commerce. Donc on n'est pas en train de critiquer le commerce. On voudrait juste savoir pourquoi il y a une aussi grosse différence sur... Pourquoi on loue une Fiat 130 €, qui est le prix de location pour un mois. Allez, amis loueurs, on n'est pas contre vous, mais on aimerait avoir votre avis, vos réponses. 0826 300 300. Si vous nous écoutez, allez, vous prenez le téléphone. Et même si vous êtes un loueur non franchisé, enfin pas une grosse enseigne, vous êtes un loueur... oui, puis alors, tiens, pendant qu'on y est, pour rajouter une couche, les sociétés qui vous proposent les comparateurs de prix, surtout pas un comparateur de prix étranger, parce que la plupart, c'est des escrocs. Vous allez vous retrouver, vous arriverez au guichet, et vous n'aurez pas votre voiture, et vous aurez payé quand même. Il est colère, Jean-Luc Moreau, ce matin. Mais il y a un moment, faut remettre l'église au milieu du village. Quand il y a des pratiques comme celle-là, il faut les dénoncer. Donc, on attend des explications. Et puis, il nous dit Stéphane, en plus, c'est discriminatoire les locations, car accessible uniquement aux possesseurs de carte de crédit. Alors, c'est vrai qu'on a plus de 99% en avoir aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez louer, vous n'avez pas de carte de crédit pour une raison XY qui vous est arrivée dans votre vie, vous ne pouvez pas louer de voiture, ça c'est sûr. Bon, merci pour ce coup de G de l'ami Jean-Luc M. Espérons que ça débouche sur quelque chose, des explications. Les loueurs, on vous attend, venez expliquer la réalité de votre métier également, 0826 300 300. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Pierre-Emmanuel Moutonnet, qui est dirigeant de pneucollection.com. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Bon, j'ai bien un peu mis la gomme sur les loueurs, on va se calmer. Joli. J'ai écouté ça. Mais vous n'avez pas laissé de traces de pneus. Un mot sur pneucollection.com, Pierre-Emmanuel. Pneucollection.com, c'est une petite PME jurassienne de passionnés qui vend des pneus pour les voitures de collection, pour toutes les voitures de collection, pour toutes les voitures passion, on va dire. Voilà, et qui m'a même, alors ça c'est tout à fait perso, qui m'a même trouvé des pneus introuvables pour une voiture. Et ils arrivent bientôt. Voilà, voilà, donc ça reste secret. Pourquoi vous avez commencé à dire quelque chose Il m'a trouvé des pneus introuvables pour un véhicule que j'ai, voilà. Et on peut pas en savoir plus comme ça. C'est quand plus tard. Faut garder un petit peu un jardin secret. Un petit peu de suspense. Pierre-Emmanuel, les voitures, je sais pas moi, les miennes en tout cas, elles circulent peu l'hiver, les voitures de collection. Là, les beaux jours reviennent. Demain, c'est les journées nationales du véhicule d'époque. Aujourd'hui, j'en ai sorti une. Donc moi, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Mais quand on décide de reprendre une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps, en termes de pneumatiques, faut faire quoi ? Il faut faire déjà la première chose, on va déjà refaire la pression de tous les pneus après l'hiver, de toutes les roues et des roues de secours, mais il y a parfois plusieurs roues de secours sur certaines voitures anciennes. Et puis quand on va être là en train de faire sa pression, on va en profiter pour regarder l'état de la valve, l'état pour ceux qui ont des voitures très anciennes où il y a des chambres à air, on va regarder aussi l'état du pied de la valve qui avec le temps a tendance à se dessécher, et ça peut être un signe de fatigue et puis ça peut engendrer une crevaison. Une fois qu'on a fait sa pression, on va commencer aussi à regarder l'état de la bande de roulement du pneu, le flanc du pneumatique surtout, parce que les voitures anciennes, elles ne roulent pas beaucoup. On a parfois des pneus un petit peu anciens dessus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec les années, il va apparaître des craquelures sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneumatique. Et ça peut être dangereux. Donc on surveille ça.
Et Pierre-Emmanuel, si j'ai laissé ma voiture, alors moi il y a un conseil qu'on donne depuis un petit moment, c'est quand vous laissez votre voiture longtemps sans vous rouler, vous surgonflez un peu les pneus pour éviter qu'ils se déforment. Mais si je l'ai pas fait, ou s'ils se sont dégonflés pendant l'hiver et que je reprends ma voiture, et même en ayant fait la bonne pression, je sens qu'il y a comme une légère déformation du pneu. Faut que je fasse quoi? Ça peut arriver. Là, si le pneumatique est déformé, il n'y aura pas d'autre solution que de le remplacer, malheureusement. Mais si c'est une légère déformation, est-ce que surgonfler et rouler, ça suffit, par exemple? Non, ça suffira pas forcément. Moi, j'ai eu le cas d'amis qui ont fait ça, qui avaient une petite déformation, et puis qui ont juste regonflé, et puis qui ont roulé, et puis qui ont fini sur la dépanneuse parce que le pneu a fini par éclater. Parce qu'ils étaient trop anciens. D'où ce que je voulais dire aussi, regardez la date de fabrication de son pneu. Il y a un petit cartouche sur le pneumatique qui comporte, si votre voiture a moins de 30, si vos pneus ont moins de 30 ans, on va dire 3 chiffres. Il faut espérer qu'ils aient moins de 30 ans. On en voit encore beaucoup comme ça. Ah ouais? Oui. Donc s'il n'y a que 3 chiffres, ça veut dire que le pneu a déjà plus de 23 ans. Et voilà, donc là c'est urgent de les changer. On considère que 10-15 ans c'est déjà un grand maximum. Hein. D'accord. Est-ce que quand on sort de l'hiver, là, les pneus, ils ont besoin de se re-roder un peu pour rouler? Peut-être. S'ils n'ont pas roulé depuis longtemps? Parce que moi, c'est parce qu'en fait, ce matin, quand j'ai pris l'Alfa Romeo, quand je sors et qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps, les pneus crissent un peu, mais que les premiers kilomètres. Après, c'est fini. Oui, parce que le caoutchouc a peut-être tendance aussi à sécher un petit peu. Donc là, il y a une petite couche qui se forme qui est un peu plus dure peut-être. Donc là, une bonne accélération, Jean-Luc. Ah bon? Mais ça vaut, et pas que pour les voitures de collection. Je plaisante. Oui, mais ça vaut pas que pour les voitures de collection. Moi, j'ai pas mal de gens qui ont une voiture dans leur lieu de villégiature quand ils sont dans leur petite maison de campagne et qui la sortent que quand ils y vont. Et là, ils commencent à y aller plus souvent parce que c'est le printemps. Donc ça vaut pour tout type de bagnole. Oui, exactement. Pardon, ça vaut pour de voitures, tous les types de voitures. Mais pensez à légèrement surgonfler quand vous n'allez pas rouler pendant longtemps pour éviter la déformation. D'ailleurs, à ce propos, Pierre-Emmanuel, il y a des pneus qui sont plus sensibles que d'autres à la déformation? C'est pas, non, c'est un peu tout pareil. C'est vrai que il y a peut-être des voitures avec des flancs très très hauts ou des voitures très anciennes avec de la carcasse diagonale où c'est un peu plus sensible que sur du radial, effectivement. D'accord. Donc, alors, le conseil, on répète. Donc, on vérifie bien la pression des pneus, on vérifie l'état de la bande de roulement, on vérifie qu'il n'y a pas de craquelure sur le côté, on vérifie le pied de la chambre à air. D'ailleurs, tiens, il y a encore beaucoup de voitures anciennes qui roulent avec des chambres à air? Ah, bien sûr, oui. Toutes les voitures d'avant le début des années 60 sont quasiment toutes en chambre à air. Hein. Les premiers pneus tubeless, c'est la Mi 6, si j'ai bonne mémoire, en 1962. Donc, en grande série, je parle. Hein. Mais on peut monter un pneu tubeless, parce que les nouveaux pneus aujourd'hui sont pratiquement tous tubeless, même les pneus faits pour les véhicules anciens. On peut monter un pneu tubeless avec une chambre à air sur une jante? Alors oui, dans certains cas, tout à fait, on peut le faire. Hein. Ils sont d'ailleurs prévus pour. Les pneus vraiment dédiés aux voitures anciennes sont prévus pour ça. On va le faire dans un cas particulier quand notre jante n'est pas tubeless. D'accord. Si la jante est tubeless, forcément, on met un pneu tubeless. Voilà. Et on va le faire sur des pneus avec des flancs assez hauts. On va pas faire ça avec des pneus taille basse, bien entendu. D'accord. D'ailleurs, tiens, quand on rachète des jantes, je pense aux jantes à rayons pour les anglaises, par exemple. Je rachète des jantes neuves pour changer mes vieilles jantes à rayons. Elles vont être tubeless, même si les anciennes n'étaient pas. Elles sont tubeless, tout à fait. Oui, ça a évolué. C'est vrai qu'on peut faire un montage en tubeless. D'accord. Ce qui est beaucoup plus sécurisant. Oui. Alors, est-ce qu'on peut rouler sur une voiture avec en mélangeant des pneus tubeless, si j'ai changé une jante par exemple, tant que tu me laisses pas, voilà, et des pneus avec des chambres à air? On a le droit de ça? Non. Il y en a qui le font. Bon, d'accord. C'est pas la meilleure solution. Il faut essayer d'avoir un ensemble le plus homogène possible sur sa voiture. C'est quand même la seule chose qui nous raccroche à la route, le pneumatique. Oui, c'est vrai. Puis sur une voiture ancienne, il n'y a pas d'aide à la conduite, il n'y a pas de béquille électronique pour vous remettre dans l'axe. Donc il vaut mieux avoir des pneus qui accrochent bien, surtout quand il pleut. De toute façon, j'imagine qu'il faut y penser avant de la sortir. Enfin, je veux dire, la fin du printemps, vous savez s'il va falloir changer vos pneus, s'il va falloir faire attention pour attaquer. On voit que les clients là sont ils se réveillent d'un coup là, parce qu'on sent un regain d'activité à cette époque de l'année, puisque les gens préparent la voiture pour toutes ces sorties qu'on voit un peu partout là, tous les rassemblements mensuels, les bourses, c'est sympathique tout ça.
Bon, parfait. On se téléphone dans un mois, alors, et puis je raconterai. Ah oui, mais alors, vous nous réservez le scoop, dès que vous les recevez, vous nous expliquez ce que c'est. Hein. On vous embrasse. Merci. Merci Pierre-Emmanuel. Bonne fin d'émission, à très bientôt. Pierre-Emmanuel Moutonnet, dirigeant de pneucollection.com. Allez, dans quelques instants, juste après la pause, on va en parler de cette journée nationale du véhicule d'époque et nous recevrons Fabrice Reithofer, qui est responsable de JNVE à la FFVE, donc Fédération Française des Véhicules d'époque. Et JNVE, Journée nationale des véhicules d'époque. Voilà. Bon, alors, ATS. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et voilà, notre ami Jean-Luc est heureux. Ce matin, il est arrivé avec une banane et une très jolie voiture. Et il me dit, demain, c'est la journée nationale du véhicule d'époque. La 7e journée nationale du véhicule d'époque. Bonjour Fabrice Reithofer. Bonjour Fabrice. Responsable à la Fédération Française des Véhicules d'époque de cette journée nationale du véhicule d'époque. Alors c'est quoi la journée nationale du véhicule d'époque? Un peu comme la journée nationale du rire ou du baiser ou de la gentillesse ou de la fête des mères ou des pères, exactement. Donc nous avons notre journée dédiée. Donc le but est de faire partager notre passion au plus grand nombre d'amateurs, que ce soit des collectionneurs ou juste des badauds, pour nous faire aussi reconnaître en tant que défenseurs du patrimoine roulant en France. D'accord. Donc on a notre propre journée, on peut rouler avec nos anciennes. Nos anciennes, c'est-à-dire un véhicule de collection, donc d'une trentaine d'années. Ouais, trentaine d'années ou plus. Ou plus, bien sûr. Voilà. Donc demain, partout en France, alors dès que les beaux jours arrivent, partout en France, tous les week-ends, il y a des manifestations qui sont organisées, mais demain encore plus. Donc est-ce que on peut savoir si près de chez soi, on a une manifestation? Alors c'est quoi comme manifestation? C'est des balades, des rassemblements, des expositions, c'est quoi? Il y a un peu de tout, oui. Il y a des balades, il y a des expos, il y a des expos avec ambiance musicale, il y a des bourses de pièces, enfin il y a une pléthore d'animations pour demain. Donc nous-mêmes auprès de la JNVE, donc sur notre site de JNVE 2023, on a à peu près 1000 non, c'est ce que j'aimerais, mais c'est plutôt 175 manifestations qui sont référencés. Qui sont référencés par région. Alors je vais redonner le site exact, c'est FFVE-6 jnve.org. Voilà. Et quand on parle de véhicules d'époque, on parle aussi bien sûr d'auto-moto, mais aussi, je vois sur votre site, je suis dessus, des tracteurs, des camions, tracteurs agricoles. Militaires, oui, bien sûr. D'ailleurs, Pierre-Emmanuel a un superbe tracteur Porsche qu'il faudra que j'aille essayer, un de ces quatre. Ah ouais? Oui. Ah, sérieux? Oui, on a parlé un petit peu en préparant cette émission. Vous savez, alors des passionnés de voitures qui préparent une émission qui va parler de voitures. Quand on commence à parler de voitures de collection, on aurait pu y passer la journée. Vous êtes originaire de l'Est, non? Oui, Strasbourg. Oui, il y a la petite accent qui est très agréable. Alors chez vous, vous faites quoi exactement là à Strasbourg? Expliquez-nous. Alors nous, dans la belle banlieue de Strasbourg, on fait une petite balade, donc d'une quarantaine de kilomètres à travers notre belle région qu'est l'Alsace, et donc un petit peu de montée, un peu de descente, un petit peu de plat, aussi encore une ambiance un peu festive avec un petit café d'accueil avec de la brioche et un vin d'honneur par parce que j'allais dire, qui nous reçoit. J'allais dire, je voyais Laurence qui était déçue. En Alsace, pas de vin d'honneur. Surtout les vins il y a un bon vin dans s'il vous plaît, mais bon, un verre. Mais on est bien d'accord. Et puis j'aimerais surtout, j'en profite, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio, à dire tous les gens qui apprécient les vins plus ou moins fortement, de redécouvrir les vins d'Alsace. Il y a un travail qui est fait sur les vins d'Alsace exceptionnel en ce moment, et il ne faut pas laisser les vignerons d'Alsace de côté. Ils font de très très beaux flacons. Voilà. Bon, on revient voiture. Fabrice, si on veut participer à votre balade demain, on fait comment? C'est payant? On se retrouve où? Enfin, côté pratique. Alors, côté pratico-pratique, vient qui veut. Donc le départ est... Ouais, c'est pas mal. Vient qui veut, donc, mais alors pas avec un Fiat Multipla, avec une voiture de collection. Alors le Multipla, il va être collection. Oui, bientôt. On est d'accord. Je suis sur le site où il y a la carte de France, dont vous retrouvez tous les sites qui sont inscrits sur ce site-là. Mais j'ai vu aussi que, par exemple, Ouest France, tous les hebdomadaires, les quotidiens de vos régions vous font relais, là où ça se passe du côté de chez vous. Donc, allez faire un tour, parce que en plus, c'est dimanche. Alors, demain matin, on arrive à quelle heure? On se donne rendez-vous, alors?
Ah, on peut se donner rendez-vous déjà dans les 175 manifestations donc qu'on a sur notre carte de la JNVE, quoi. Hein. Mais chez vous, Fabrice, pour terminer là sur la balade, que vous organisez à Strasbourg, vous nous dites bon, ok, tout le monde peut venir avec une voiture de collection, d'accord. Et c'est rendez-vous à quelle heure? Alors, rendez-vous à 8h45 à Lingolsheim, donc 67 380. Donc, comme dit, c'est dans l'Eurométropole de Strasbourg. On fait un petit départ vers 10h pour se retrouver à Oberaslar, qui est dans la vallée de la Bruche. Donc, très belle région. On va traverser Aubernais, donc qui est bon. Là, on est déjà dans le vin, donc ça va être très sympathique. Oui. Et pas que, hein, parce que c'est quand même une région magnifique à découvrir. A priori, il devrait faire beau, ça devrait être bien. Il y a d'autres. Il n'y a que dans le sud-ouest qui va faire mauvais jusqu'à Clermont-Ferrand. Ah non, ne dites pas ça. Non, mais pour mes amis du sud-ouest. Oui. Ah bah oui, mais non, moi j'y vais, et il va faire bof. Bon, c'est pas grave. Vu que vous êtes le coordinateur des Journées nationales du véhicule d'époque, il y a d'autres rassemblements un peu importants qui sont organisés en France. On peut avoir un ou deux exemples? Ah oui, bien sûr. Bon, j'ai un petit dilemme par rapport à ça, c'est que j'ai eu encore une fois une pléthore de coups de fil. Je devrais vous dire à peu près 30 à 40 manifestations. Ah oui, bah oui. Mais alors, on va diriger tout le monde sur votre carte. Quel succès, voilà, non, mais c'est sympa. Donc oui, parmi celles que j'ai relevées, c'est l'association APMCA qui est basé sur Saint-Émilion, qui fait une petite balade avec un déjeuner. C'est pas mal, hein, oui. Vous avez préparé un programme spécial pour Laurence, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, parmi les personnes qui font aussi un beau rassemblement, il y a Nickel Chrome qui est à La Benne, c'est près de Béziers. Très bien. Donc, qui m'ont vanté les mérites de la région avec le rassemblement, plus une ambiance musicale, puisque c'est une journée festive, chouette, donc très sympathique d'allier tout ça. On a des associations qui sont plus typées avant-guerre, donc là ils sont déjà un peu plus sectaires, donc les véhicules avant 1940. Vous avez l'association par exemple A2VE qui est une association vosgienne qui se donne rendez-vous au lac de Gérardmer à 10h pour une balade. Ah, c'est chouette. Voilà. Et puis, toutes les autres infos sur le site ffve-jnve.org et un peu partout dans et vos moi j'irai demain à Maison Lafitte. Alors je sais pas encore avec quelle vieille voiture, mais j'ai eu peur là. Quelle vieille voiture. Voilà. C'est là où je suis né. J'irai faire un petit saut à Maison Lafitte. Très bien, il y a une très belle cave aussi à Maison Lafitte. Oui, il y a des chevaux aussi. Il y a un hippodrome, je suis né juste en face. C'est pour ça que ça pulse. Merci beaucoup. Okay, très bien. Merci Fabrice et bonne balade demain. Ah oui, ça va être super. Vous nous enverrez des photos. Quand même, ça fait quand même 7 ans qu'on fait notre petite balade, le dernier dimanche du mois d'avril. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on est là, on fait notre petite balade. Il y a de plus en plus d'engouement d'année en année. Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander. C'est accueilli vite fait parce qu'on n'a plus le temps. Mais c'est accueilli comment par le public? Ah, pour eux, c'est du bonheur, voir traverser ces autos, les villes, les villages, avoir des points au centre du village et exposer les autos. Disons que c'est ce qui est sympathique, c'est que vous pouvez discuter avec le collectionneur, avec le propriétaire. Donc vous avez l'histoire de la voiture, vous avez plein de choses. Il y a plein d'émotions. Oui, puis c'est le patrimoine français ou pas, parce que des fois il y a des voitures qui arrivent d'autres pays, mais c'est des moments de rassemblement et je pense qu'en ce moment c'est du rêve, de la nostalgie, c'est des choses qui font chaud au cœur. Exactement, et ça fait du bien. On vous embrasse, Fabrice. Merci, et vive le patrimoine roulant. Oui, et vive le patrimoine buvant aussi. Oui, ça c'est pour vous, d'accord. Avec modération, mais c'est du patrimoine moi, en tant qu'automobiliste, attention. Ah bah moi, je conduis pas, moi. On y va, allez. Bon week-end, bonne balade. Oui, merci pour votre accueil, merci. Fabrice Rétrofeur, responsable des Journées nationales des véhicules d'époque pour la Fédération française des véhicules d'époque. C'était pour parler de cette journée demain du véhicule d'époque. Mais on en parle encore juste après la pub. Ah bah ça tombe bien. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et restez avec nous car dans quelques instants, nous allons parler des voitures les moins chères à réparer. Quelles sont les voitures les moins chères à réparer? Ce sera dans moins de 7 minutes. Mais tout de suite, on va accueillir Dominique au 0826 300 300. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence.
Laurence, bonjour Jean-Luc. Ouais, alors Dominique, il m'a envoyé un petit message. Il n'a pas de question, Dominique, mais il m'a envoyé un petit message pour dire voilà, j'habite un petit village où il y a 150 habitants et je vous écoutais parler des voitures de collection et ça m'a donné l'idée de faire un rassemblement pour la GNVE. Expliquez-nous alors. Alors GNVE, Journée nationale des véhicules d'époque. Pour ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio maintenant. C'est demain. Voilà, tout à fait. Donc Jean-Luc a bien résumé. Ça fait plusieurs années que je vous entends parler de cette journée nationale des véhicules d'époque et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose dans mon petit village de 150 habitants. Donc, il est où votre petit village? Alors mon petit village, il est au nord-ouest de Pau, à environ 10-15 km de Pau. Il s'appelle Espéchède. Voilà. C'est joli. C'est joli, oui. C'est beau là-bas, c'est très très beau. Ouais, il doit faire chaud en plus là en ce moment. Moyen, bref. Non, mais le temps va être pourri là sur le sud. Ouais. Ah ouais. Non. Si. Non, pas pourri. Non, il va recharger les nappes phréatiques, ça va être un peu grisouille. Voilà. Tout à fait. Non, donc c'est positif. Ouais, c'est peau de chagrin, quoi. On espère qu'on va arriver à le faire. Bon, alors donc, racontez-nous comment vous avez fait alors pour organiser. Du coup, en vous écoutant, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose. Donc j'ai un voisin qui avait une voiture, une ancienne voiture. Moi, j'ai une ancienne moto et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a plein de voitures dans le coin. Donc j'en ai déjà parlé à Madame le maire du village, savoir si je pouvais l'organiser sur la commune. Et puis j'ai fait le tour, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait comme faisaient avant les commerciaux, et puis j'ai trouvé du monde, j'ai trouvé des gens qui faisaient partie d'un club, etc. Et puis des gens qui connaissaient des gens qu'on avait, etc. Et de bouche en oreille, et écoutez, j'espère demain avoir une vingtaine, une trentaine de voitures. Vous allez en avoir plus que ça, parce que ceux qui sont dans le coin et qui ont entendu, alors répétez-nous où c'est, comme ça vous allez avoir du monde. Donc c'est à Espéchède, dans le 64, à 15 km de Pau. Ça s'écrit comment? Et puis, donc ça se prononce SPE, CHE, D'accord. Voilà. Vous avez fait le tour des granges aussi, vous n'avez pas trouvé des vieilles Bugatti qui étaient sous des bottes de paille? J'ai pas trouvé des vieilles Bugatti, j'ai quand même trouvé des vieilles Panhard quand même. Ah ouais. Il y a encore des voitures dans les granges qui roulent pas? Qui roulent pas, ou non, les gens s'en servent, mais tout le monde n'est pas dans un club, tout le monde les sort pas régulièrement, mais voilà, c'était un peu le but que les gens le sortent, qu'on fasse une petite rencontre bon enfant. Alors on a prévu donc ce que j'appelle un rassemblement, c'est gratuit, les gens pourront discuter avec les propriétaires, et on a prévu d'organiser 2 petites balades et de prendre, on pourra pas prendre la totalité des spectateurs, surtout mais si demain il y en a, grâce à vous, 100 000. Mais voilà, on fera une petite balade dans les environs et les gens pourront monter dans les vieilles voitures. Voilà. C'est chouette. Il y a Laurence P de Paris qui demande s'il y a une visite de cave dans la balade. On peut aller jusqu'à Jurançon, oui. Si elle vient nous voir, je l'emmène jusqu'à Jurançon. Alors si je viens vous voir, vous m'emmenez même sur le jardin de Babylone de Dagno, là, et dans ce coin-là, il y a un très beau jardin. Non, elle sera pas là demain. Malheureusement, elle sera pas là demain parce qu'elle va à l'île de Ré. Ah tu dis tout. Ça y est, je dis tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et il y a peut-être quelque chose d'organisé avec, avec une visite de cave à l'île de Ré. Ah non, mais ça c'est moi qui les organise là-bas. Juste une chose, on écoute Sud Radio sur le 102 là où vous habitez. Voilà, tout à fait. Du côté de Espéchède. Bon, c'est cool. J'espère bien le faire chaque année. J'ai trouvé quelques gens sympathiques qui vont m'aider, qui m'ont aidé et qui vont m'aider demain. Voilà, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui était journaliste qui m'a passé un petit article dans la République d'aujourd'hui. C'est assez sympathique. Non, mais les gens, c'est marrant, les gens adhèrent. Et puis ceux qui n'ont pas de voiture collection m'ont dit mais c'est génial, je vais venir, je viendrai voir. Voilà, c'est quand même, ça fait plaisir de voir que l'automobile n'est pas mort et que les gens aiment les belles autos. Ça fait plaisir. Ouais, c'est top. Franchement, c'est bon. Mais comme je disais à Jean-Luc, le petit message que j'ai envoyé, c'est un peu grâce à lui. Et voilà. Jean-Luc. Bon, écoutez, nous on aime l'automobile et Sud Radio est la radio qui aime l'automobile et on le dit. Voilà. Et je voudrais juste savoir si les gens qui nous écoutent là aujourd'hui du côté de votre joli coin, ils n'iront pas boire que du Jurançon, du Pacherinck ou du Madiran, mais allez voir vos voitures. Comment ils font pour prendre contact avec vous s'ils veulent venir avec une de leurs voitures d'époque? Alors ils peuvent contacter Sud Radio, sinon je donnerai on vous trouve comment? Non, pas à l'antenne, mais on vous trouve comment? Alors, on va directement à la mairie.
Ouais. Bon. Alors, oui. Alors, s'ils veulent venir avec leur voiture et exposer leur voiture, voilà. Le village est tout petit, c'est quasiment dans le centre du village. Oh, ben voilà. S'ils veulent venir avec leurs vieilles autos... à partir de quelle heure demain matin Alors, c'est à partir... les voitures, c'est à partir de 9h, 9h30, et le public à partir de 10h. Voilà. Et j'espère jusqu'à 16h en fonction de la météo. Eh bien, super. Voilà. Alors oui, je voudrais pas que les auditeurs soient déçus. S'il pleut vraiment des cordes, ça va pas être très sympathique. On sera, ouais, mais le but c'est que les gens, les propriétaires restent à côté des voitures et discutent avec les personnes qui viendront, les visiteurs. S'il pleut comme il peut pleuvoir de temps en temps chez nous, la météo s'améliore. Voilà. J'ai confiance. Voilà. Bon, merci Dominique et chapeau pour l'initiative. Voilà, si ça peut en rejoindre d'autres, s'il y en a partout en France qui veulent essayer, ça se fait. Voilà. Ça demande un peu d'organisation. Ouais, et puis beaucoup d'envie et envie de partager, et ça c'est top. Bon, on vous embrasse très fort. Moi je vous embrasse tous les deux. Merci Dominique. Salut Dominique. Et bonne journée à tous vos auditeurs. Merci et bon week-end du 1er mai. Et c'est pas grave s'il pleut demain, mettez un kawaii et puis c'est tout. Ou un parapluie. Allez, dans quelques instants, on va parler des voitures les moins chères à réparer sur Sud Radio dans On parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Quelles sont les voitures les moins chères à réparer? Eh bien, c'est une question que vous vous êtes posée, l'ami Jean-Luc. Alors, c'est pas une question que je me suis posée, j'attendais la réponse, puisque tous les ans, le SRA, c'est la Sécurité Réparation Automobile, c'est un organisme qui dépend des assureurs, publie un baromètre des voitures les plus chères et les moins chères à réparer selon les catégories. Évidemment, c'est basé sur les coûts de réparation réels. C'est pas c'est les assureurs ont dépensé des sous et ils vous disent attention, cette voiture-là elle nous coûte plus cher qu'une autre, donc elle va fatalement être plus chère à assurer. Donc quand on prend catégorie par catégorie, on se rend compte de quoi? On se rend compte d'abord, alors évidemment, une Porsche ça va être plus cher à réparer qu'une Dacia, ça c'est enfoncer une porte ouverte de dire ça. Mais dans sa catégorie, alors voilà, j'ai cité le nom Dacia, ça reste la marque aujourd'hui la moins chère à réparer. Quand vous prenez la catégorie des citadines, alors le système du SRA est très simple, il prend une base 100, ça représente la moyenne du coût de réparation de chaque segment. Donc vous prenez la base 100, donc vous avez... on va essayer de faire les choses simples. Voilà, c'est la moyenne. Ouais. Si vous êtes au-dessus, 110, 120, c'est que c'est plus cher que la moyenne. Et si vous êtes en dessous, c'est que c'est moins cher que la moyenne. Donc avec cet indice, on comprend tout de suite. Si je vous dis que la Dacia Sandero, elle est à 87,8, c'est qu'elle est moins chère à réparer que la moyenne du segment des citadines. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'à l'autre bout, tout en haut, les deux voitures les plus chères à réparer, c'est la Renault Clio et la Peugeot 208. Donc elles sont respectivement à 116,9 et 111,8. Et en troisième position, c'est la Renault Clio 4, parce que la première c'est la Clio 5, et en 3 la Renault Clio 4. Donc l'idée de se dire les voitures étrangères sont plus chères à réparer que les voitures françaises, c'est faux. C'est battu en brèche au moins par les citadines. En quatrième position, on a la Polo. En cinquième position, la Citroën C3. Donc on voit que les Françaises sont quand même globalement plus chères à réparer. Et là où ça devient étonnant, c'est que par exemple une Mini, qui est réputée quand même voiture chère à réparer, c'est moins cher que celle-là, elle est en sixième position. Une Toyota, à l'inverse, dans le bas du tableau, donc les voitures les moins chères à réparer, c'est la Sandero, je vous l'ai dit, qui est la moins chère de toutes, qui est même la moins chère de tout le classement. C'est la Sandero Stepway qui est dans une autre catégorie, qui est la moins chère de toutes les voitures à réparer. Et juste au-dessus d'elle, on a la Toyota Yaris 3. Donc voilà, c'est une voiture japonaise, certes, mais fabriquée en France. Et on voit que c'est, à partir du moment où c'est fabriqué chez nous, c'est pas forcément plus cher à réparer. La preuve, c'est que c'est moins cher. Alors après, dans la catégorie des petits SUV, on se dit, tiens, peut-être que les Français vont se rattraper. Non. Alors, hormis le Hyundai Kona, qui est le plus cher à réparer de tous, et là, on a une explication, en fait. Les Coréens, finalement, sont assez chers à réparer, Hyundai et Kia. Pourquoi ? Parce qu'ils vous offrent des garanties de 5 et 7 ans. Et ces garanties, il y a bien un moment, il faut les payer. Et on les paye avec les pièces de rechange. Voilà. Donc, c'est des voitures plus chères à réparer. Mais en deuxième position, c'est Renault Captur. En troisième position, le Peugeot 2008. Et en quatrième position, le Peugeot 2008, deuxième génération. Donc, on voit pareil que les Françaises sont plutôt dans les voitures les plus chères à réparer. À l'inverse, en bas...
là où dans leur calcul, ils prennent aussi la main-d'œuvre. Ils prennent tout. C'est combien ça coûte de réparer la voiture. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc, quand on regarde après dans le bas du tableau, on a encore une Dacia. Donc c'est la Sandero Stepway, donc la version un peu SUV de la Dacia, qui est à 85,5, donc qui est la voiture la moins chère de toutes à réparer. Et juste au-dessus, la Ford Puma, qui est à 86,5, c'est bien. Citroën C3 Aircross, qui est à 93,5, donc qui est en dessous de 100, donc c'est moins cher à réparer que la moyenne des autres voitures. Ça, c'est pour les petits SUV. Si on prend les compacts, donc compact, catégorie de la Golf, la Mégane, la 308, on retombe encore dans le même truc. Alors c'est la Golf qui est la plus chère, mais derrière on a la Mégane, la 308, comme quoi les Français vraiment sont pas bien classés. À une exception près cette fois, c'est que la moins chère des compacts à réparer, c'est la Citroën C4 deuxième génération, qui est à 74,9, donc qui est très peu chère. Et juste au-dessus, une Ford encore. Donc les Ford, si on veut en tirer des leçons, on se dit que les Peugeot, les Renault sont chers à réparer, les Citroën pas tant que ça, les Dacia pas du tout, et les Ford sont pas non plus très chers à réparer. Comme quoi, ça rebat les cartes. Et alors les SUV compacts pour terminer, si je vous demande à votre avis, est-ce que c'est une voiture française qui est la plus chère à réparer ou pas, vous allez me dire, oui, un Peugeot 3008, deuxième génération, voilà. Alors cette fois devant deux Volkswagen, le Tiguan 2 et le T-Roc, mais malheureusement, à chaque fois la règle est toujours la même. Les voitures françaises, contrairement à une idée reçue, sont plus chères à réparer. Je vous parle pas des voitures haut de gamme parce que là cette fois on arrive à évidemment des tarifs de réparation qui sont beaucoup plus élevés, mais ça concerne une frange de la population qui est très limitée. Donc on est resté dans les voitures accessibles. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus... Alors oui, vous allez sur le site de SRA et vous aurez le détail de toute l'étude. Et vous saurez ce que ça vous coûtera si vous avez des pannes ou des accidents, et ce que ça vous coûtera en assurance souple aussi. Parce que faut pas imaginer qu'ils font ça pour nous faire plaisir. Ah non, c'est pour les assureurs. Je vous ai dit, ça dépend des assureurs. Donc forcément, le Peugeot 3008-2 qui est cher à réparer, il va être cher à assurer. Ok, voilà, vous savez tout ça. SRA, puis après il y a plein de magazines spécialisés automobiles qui ont repris et qui décryptent, comme vient de le faire Jean-Luc, de façon un peu plus précise. Donc n'hésitez pas. Allez, tout de suite, ce sera le dernier rendez-vous de notre émission avec vous. Place aux auditeurs dans On Parle Auto. Sud Radio, On Parle Auto. Quelle auto choisir? Salut Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Jérôme. Alors on a eu Jérôme, alors moi je vous raconte parce qu'il va nous dire que ça va bien. On a eu Jérôme il y a quelques temps, il voulait s'acheter une auto de collection. Voilà. Et il a franchi le pas. Voilà. C'est beau. Donc dites-nous tout maintenant. Vous êtes heureux déjà? D'abord, vous habitez où? Moi je veux tout savoir. Alors je suis à Avrier, c'est une petite commune à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. D'accord. Chouette. Et donc j'avais en effet appelé il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois, j'avais appelé pour avoir les conseils de Jean-Luc puisque je cherchais une MGB. D'accord. Donc petit cabriolet anglais avec beaucoup de charme. Ah, ça y est, je me souviens. Et donc vous avez craqué pour une MGB de quelle année? Alors elle est de 73. D'accord. Donc vous avez encore les pare-chocs chromés Alors là, les pare-chocs chromés, oui, tout à fait. Oui, parce que c'est ce qui fait le charme de la MGB. Après, les pare-chocs en plastique, c'est moins bien. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez payé combien, cette voiture? Alors, on va dire... Si c'est pas indiscret, 23 000. D'accord. En bon état? À ce tarif-là, normalement, c'est en bon état. Voilà, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mandaté un garage qui est assez réputé sur Angers dans les voitures. C'est un spécialiste Porsche Lotus, mais qui est spécialisé dans les voitures anciennes. D'accord, il s'appelle comment? Vous pouvez le dire, allez-y. C'est le garage Boursier Autosport. Ils sont très très bien. S'ils sont bien, il faut le dire. Comme ça, les gens en profitent. Ils sont très très bien. Et donc, une fois que j'ai été fixé sur le modèle que je cherchais, j'ai mandaté le garage en leur demandant surtout d'expertiser le châssis, puisque Jean-Luc m'avait bien dit de me méfier du châssis sur les anglaises, et puis de l'état de la carrosserie. Ce qu'ils ont fait, puisque donc ils en ont trouvé une. Le but, c'était que eux l'expertisent, puisque moi j'en ai pas les compétences. D'accord. Et donc la voiture a vécu très très longtemps au Canada. Elle a ensuite été rachetée et elle a vécu un peu en Alsace. Et donc une fois qu'elle a été expertisée par le garage, Boursier Autosport l'a rapatriée sur Angers. Ils l'ont fiabilisée au niveau mécanique. Il n'y a pas eu de grande surprise, mais alors s'il y a une chose que je peux confirmer, c'est que les pièces se trouvent très facilement.
Ouais, les pièces de MGB, c'est comme sur une voiture moderne. Et en plus, c'est pas plus cher que sur une voiture moderne. Donc, complètement. Quand ils ont fiabilisé le moteur, ils ont eu 3-4 choses à faire. Qu'est-ce que vous appelez fiabiliser, excusez-moi, radiateur, ils vous ont fait quoi? En fait, ils l'ont essayé, et puis il y a eu 2 ou 3 bugs sur la partie électrique. D'accord. Sur l'allumage. Et puis, c'est une voiture anglaise, ça fait partie du charme. Ouais, c'est ça. Ouais, le but, c'est pas de tomber trop souvent en panne quand même. Non. Mais en effet, je m'attends à avoir des pannes, mais c'est ce qui fait le charme, on va dire. Oui, c'est mieux de pas avoir de panne. Une MGB, c'est quand même assez fiable. Hein. Donc, oui. Normalement, si vous avez un faisceau électrique justement qui est remis à neuf, je sais pas si vous ont mis un allumage électronique ou pas. Voilà. Alors le fait est que le châssis est très propre, puisque c'était un de mes soucis. Un de vos critères, oui. Un des critères, oui. Le châssis est très propre, la carrosserie est en très bon état. Elle est de quelle couleur? Elle est verte. Voilà. Ah oui. Mais le vert anglais, profond, là, le vert foncé, là. C'est très beau, ça. Quand je vous avais eu la première fois à la radio, j'avais dit que ma fille ne voulait pas de couleur verte. Et quand elle l'a vu, finalement, elle a trouvé que c'était bien. Alors, elle a craqué, et en plus, elle a été la première à faire un tour avec. Donc voilà. Bon, et vous avez roulé un petit peu avec. Racontez-nous. Ah ben, c'est excellent. C'est des sensations. Je l'ai ramené à la maison, et ensuite je l'ai rapidement mise en décapotable. Tous les enfants ont fait un tour, et je confirme que c'est un autre plaisir de la route, hein. C'est du bonheur. Et alors, j'ai été agréablement surpris par la précision de la conduite. Elle a une direction qui marche très très bien. Ouais, écoutez, c'est très étonnant parce que j'ai un ami en Bretagne qui a un restaurant, et il a fait exactement comme vous. Il a acheté, alors lui, ça doit faire 2 ans qu'il l'a, une MGB qui est verte, pareil. Et c'est un pur bonheur, mais lui, il arrive même presque à rouler tous les jours avec, tellement il prend du plaisir à rouler avec ça. Il roule plus avec les voitures modernes. C'est joli en plus, hein, franchement. Ouais, c'est une petite voiture sympa. Alors c'est bête, vous êtes un peu loin de Paris, parce que pour la journée nationale du véhicule d'époque demain, le MG Club de France organise un rassemblement. Alors c'est un rassemblement exposition pique-nique dans le cadre des jardineries La Place. C'est dans le sud, c'est dans le sud, c'est à Chelles. C'est dans le 77, Seine-et-Marne. 78 route de Montfermeil. Ouais. Et c'est juste superbe cet endroit. Et donc vous auriez pu venir pique-niquer, mais ça va faire un peu. C'est à l'est de Paris. Ça va faire un peu loin, ouais. C'est pas très loin. Demain, je vais surtout rayonner autour d'Angers, et je vais emmener ma chère épouse qui ne l'a pas encore essayé. Ah. Voilà. Elle va vous la piquer une fois qu'elle aura roulé avec. Faites gaffe. Je pense. Non, mais je confirme que c'est excellent à conduire. Pour ceux qui peuvent et qui aiment les vieilles voitures, et surtout les anglaises, c'est une MGB, c'est du pur bonheur. Oui, et puis en plus, alors il y a eu beaucoup de production de MGB. Ça doit être pas loin de 800 000 exemplaires de fabriqués, je vous dis ça de mémoire, donc à vérifier. Mais on en trouve, et c'est pour ça que vous avez fait la bonne démarche. Il faut pas se jeter sur le premier modèle qui passe, parce qu'on en trouve à 15 000 euros, mais comme je disais la semaine dernière, aujourd'hui la restauration des voitures a beaucoup augmenté, le prix des pièces aussi, donc il vaut mieux en trouver une belle, mettre un petit peu plus cher, et d'abord être dégagé de toutes les contraintes de la restauration, parce que ça prend du temps, c'est nerveusement usant et ça coûte cher, et d'en acheter une belle comme ça. Comme il y a du choix, il faut prendre le temps de trouver le bon modèle. Et c'est ce que vous avez fait, bravo. Super, Jérôme. Profitez-en bien, et bonne balade. Bonne balade demain, Jérôme. Merci beaucoup. Il va faire beau. C'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois. Merci, on nous vous aussi. embrasse. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Quelques réactions sur la page Facebook de Sud Radio. On a André qui dit bonjour à Laurence et à Jean-Luc. C'est ballot. Pour une fois, il va faire très très beau dans le nord du pays. Ah, ça tombe bien. Pour dimanche, balade moto prévue. Voilà, tout le monde est assez sympa. On nous a parlé aussi des Triumph c'est Stéphane. Les Spitfire. Ouais, alors non. Non. Ah, ok. Non. Il n'y a pas photo. Hein. Le moteur, le 1500 de la Spitfire, je crois que si on devait trouver un moteur pas fiable dans les voitures anglaises, celui-là, il serait numéro 1 ou de toute façon sur le podium. Voilà. Stéphane qui dit il faudra un jour parler des garages solidaires. Oui, on va refaire un sujet sûr, aussi. Ça, on adore. Un avis, s'il vous plaît, nous demande Hicham Agoum sur la 500 hybride en termes de fiabilité. Merci. Sur la page Facebook de Sud Radio. Ah, la Fiat 500 hybride. Ah, parce que moi, j'ai été dans les voitures de collection. Non, mais on va le prendre la semaine prochaine. Ah bah d'accord. Parce qu'on va rentrer dans le détail, là, on n'a pas le temps. Bon, Hicham Agoun, si vous nous écoutez. Hicham, voilà. Donnez-nous votre numéro de téléphone ou un mail, et la semaine prochaine, on vous prend dans l'émission. reparticipe@sudradio.fr, et comme ça, la semaine prochaine, on vous prend à l'antenne pour décrypter cette question.
On fait un point sur l'actu. L'actu. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto. De l'actu de la semaine. Évidemment, Renault qui ne croit pas à la conduite autonome. Ouais, c'est Gilles Leborgne qui est le directeur de l'ingénierie de Renault qui a jeté ce pavé dans la mare cette semaine. Selon lui, la conduite autonome, alors je le cite, est un serpent de mer. Il a précisé qu'elle ne faisait pas partie des axes de développement du constructeur français. Selon lui, les aides à la conduite ne dépasseront pas le niveau 2+. Bon, c'est peu ou prou ce qui existe aujourd'hui. De fait, d'ailleurs, IBM, qui connaît un petit peu l'informatique, affirme que avec l'ordinateur le plus puissant du monde actuellement, on serait capable d'assurer au mieux 95% de la sécurité. Je vous le dis autrement, ça signifie que lorsqu'une voiture autonome parcourt 100 km, il n'y a personne au volant pendant 5 km. Oh, Elisabeth Borne qui annonce une offre de location de voitures électriques à prix accessible dès l'automne. Voilà un autre serpent de mer qui ressurgit en octobre. En octobre 2022, juste avant l'ouverture du mondial de l'automobile, le président Emmanuel Macron avait en effet annoncé une série de mesures pour aider les Français à passer à l'électrique. Il avait envisagé pour les ménages les plus modestes une offre de location de véhicules électriques à 100 € mensuels. Le problème, c'est que la très grande majorité des véhicules électriques les moins chers est fabriquée en dehors de l'Europe et principalement en Chine. Donc subventionner ces voitures reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Voilà, et attendre que les constructeurs européens proposent une offre équivalente fabriquée au sein de l'Union, ça semble impossible d'ici l'automne en tout cas. Mais finalement, bon, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ouais, alors ça, je n'aime pas cette phrase. Je n'aime pas cette phrase, c'est tellement faux. Je n'aime pas du tout. À l'avenir, le prix de l'essence pourrait peut-être baisser grâce aux voitures électriques. Alors dit comme ça aussi, ça fait aussi serpent de mer. Bah ouais. Voilà, c'était la minute serpent de mer. Certes, ça paraît bizarre, mais l'année dernière, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde et ce marché devrait encore croître de 35% cette année. Cette tendance aura des implications importantes sur la demande mondiale de pétrole. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ça pourrait représenter une baisse de la demande de pétrole de 5 millions de barils par jour. En attendant, moi je me pose une question, avec un pétrole qui est en dessous de 80 $ le baril en ce moment, pourquoi est-ce qu'on paye l'essence 2 € en France et 1,40 € en Espagne? Voilà, alors si vous avez la réponse, vous nous appelez. Eh ben merci beaucoup l'ami Jean-Luc. Allez, à suivre sur Sud Radio, vous avez rendez-vous évidemment dans quelques instants avec Invino et toute l'équipe d'Alain Marty. Donnez rendez-vous aussi à 13h30 pour la roue des émotions et puis à 14h les clés d'une vie de Jacques Pessis et où on viendra sur la très très belle carrière et écriture de Georges Moustaki et puis évidemment à 15h30 rendez-vous rugby sur Sud Radio. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne balade avec vos voitures d'époque demain. JNVE, la journée nationale des véhicules d'époque. Merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission et à Jordan d'avoir été notre standardiste favori aujourd'hui. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.